Partie 4. Le mystère de la vallée de Boscombe. Nous étions en train de déjeuner un matin, ma femme et moi, quand la bonne apporta une dépêche. Émanant de Sherlock, elle était ainsi libellée. « Avez-vous des jours disponibles ? On vient de me télégraphier de l'ouest de l'Angleterre au sujet de la tragédie de la vallée de Boscombe. Serais content si vous pouviez venir avec moi. Climat et site parfait. Part de Paddington, par train 11h15. » « Qu'en dites-vous, chérie ? Dit ma femme en me regardant. « Irez-vous » ? « Je ne sais pas trop, j'ai une liste de visites assez longue à présent. »« Oh, Anstruther ferait votre travail. Vous avez l'air un peu pâle depuis quelque temps. Je pense que le changement vous sera bénéfique. Et puis, vous portez toujours tellement d'intérêt aux enquêtes de M. Holmes. » Quand on songe à ce que j'ai gagné dans l'une de ces enquêtes, je serais un ingrat s'il en était autrement. Mais si je dois y aller, il faut que je fasse ma valise tout de suite, car je n'ai qu'une demi-heure. Mon expérience de la vie des camps en Afghanistan avait tout au moins eu pour résultat de faire de moi un voyageur prompt à se préparer. Je n'avais besoin que de quelques objets très simples, de sorte qu'avant l'heure fixée, je roulais en fiacre avec ma valise vers la gare de Paddington. Sherlock Holmes faisait les 100 pas sur le quai. Sa grande et maigre silhouette semblait encore plus grande et plus maigre en raison du long manteau de voyage et de la casquette en drap qui lui serrait la tête. « C'est vraiment très aimable de votre part de venir, Watson, » dit-il. « Cela me fait une telle différence d'avoir avec moi quelqu'un sur qui je puis compter absolument. L'aide qu'on trouve sur place est toujours ou insignifiante ou réticente. Si vous voulez bien garder les 2 places de coin, je vais prendre les billets. » Mis à part l'immense brassée de journaux qu'Holmes emporta avec lui, nous eûmes tout le compartiment pour nous seuls. Jusqu'à ce que nous ayons dépassé Reading, il tourna, retourna et lut les quotidiens, ne s'interrompant que pour prendre des notes et pour réfléchir. Puis, d'un geste soudain, il fit du tout un énorme ballot qu'il jeta dans le filet. « Avez-vous entendu parler de cette affaire ?» demanda-t-il. « Pas un seul mot, je n'ai pas vu les journaux ces jours-ci. » La presse londonienne n'en a pas eu des comptes rendus bien complets. Je viens de parcourir toutes les dernières éditions afin d'en bien posséder tous les détails. Il semble à ce que je vois que ce soit une de ces affaires toutes simples qui sont si difficiles. Ce que vous dites paraît un peu paradoxal. Mais c'est profondément vrai. La singularité constitue presque invariablement une piste. Plus un crime est dénué de caractère distinctif, plus il est ordinaire, et plus il est difficile d'en trouver des auteurs. Dans le cas présent, cependant, on a très sérieusement mis en cause le fils de la victime. Il s'agit donc d'un assassinat ? Eh bien, on le suppose. Je ne considérerai aucun point comme acquis tant que je n'aurai pas eu l'occasion de l'étudier moi-même. Je vais vous expliquer succinctement où en sont les choses autant que j'ai pu le comprendre. La vallée de Boscombe est un coin provincial qui se trouve non loin de Ross, dans le comté de Herefordshire. Le plus grand propriétaire terrien de cette région est un certain M. John Turner, qui a gagné son argent en Australie et qui est revenu au pays il y a quelques années. Une des fermes qu'il possédait, celle d'Atherley, était louée à M. Charles McCarthy, lui aussi un ancien d'Australie. Les 2 hommes s'étaient connus aux colonies, rien d'extraordinaire à ce fait, sinon qu'en revenant se fixer en Angleterre, ils avaient cherché à demeurer aussi près que possible l'un de l'autre. Selon toute apparence, Turner était le plus riche des 2. McCarthy devint donc son locataire, mais pourtant, ils vivaient, semble-t-il, sur un pied de parfaite égalité car ils étaient souvent ensemble. McCarthy avait un fils, un garde de 18 ans, et Turner une fille unique du même âge. Tous 2 étaient veufs. Ils paraissaient avoir évité la société des familles anglaises du voisinage et avaient mené une existence très retirée, bien que les 2 McCarthy, amateurs de sport, fréquentassent souvent les hippodromes de la région. Les McCarthy avaient 2 domestiques, un homme et une servante. Les Turner avaient une domesticité plus importante, une demi-douzaine de visiteurs au moins. C'est là tout ce que j'ai pu recueillir concernant les familles. Voyons maintenant les faits. Le 3 juin, c'est-à-dire lundi dernier, McCarthy quitta sa maison d'Atherley vers 3 heures de l'après-midi et s'en alla à pied vers l'étang de Boscombe, qui est un petit lac formé par le débordement du fleuve qui coule dans la vallée de Boscombe. Le matin, il était allé à Ross avec son domestique et il avait dit à celui-ci qu'il était obligé de se presser car il avait à 3 heures un rendez-vous important. De ce rendez-vous, il n'est point revenu vivant. De la ferme d'Atherley à l'étang de Boscombe, il y a un quart de mille et 2 personnes l'ont vu lorsqu'ils traversaient la propriété. L'une était une vieille femme dont on ne dit pas le nom, l'autre était William Cronder, garde-chasse au service de M. Turner.
Ces 2 témoins déclarent que M. McCarthy était seul. Le garde-chasse ajoute que quelques minutes après avoir vu passer M. McCarthy, il a vu son fils, M. James McCarthy, qui, un fusil sous le bras, suivait la même direction. À ce qu'il croit, le père était encore bel et bien en vue à ce moment-là, et le fils le suivait. Il n'y pensa plus avant qu'il n'apprit le soir la tragédie qui s'était déroulée. Les 2 McCarthy ont encore été aperçus après le moment où William Cronder, le garde-chasse, les a perdus de vue. L'étang de Boscombe est entouré de bois épais, avec tout juste une bordure d'herbe et de roseaux sur sa rive. Une fille de 14 ans, Patience Moran, la fille du gardien du domaine de la vallée de Boscombe, se trouvait en train de cueillir des fleurs dans un de ces bois. Elle déclare que, pendant qu'elle était là, elle a vu à l'orée du bois et tout près du lac, M. McCarthy et son fils, qui semblaient se quereller violemment. Elle a entendu le vieux McCarthy employer un langage très vif en s'adressant à son fils, et elle a vu celui-ci lever la main comme pour frapper son père. Leur violence lui fit tellement peur qu'elle prit la fuite, et quand elle est arrivée chez elle, elle a dit à sa mère qu'elle avait laissé les 2 McCarthy en train de se disputer près de l'étang de Boscombe, et qu'elle craignait fort qu'ils ne fussent sur le point d'en venir aux mains. À peine avait-elle prononcé ces mots que le jeune McCarthy arrivait en courant au pavillon et annonçait qu'il avait trouvé son père mort dans le bois. Il venait demander de l'aide au gardien. Il était bien surexcité. Il n'avait ni son fusil ni son chapeau, et on remarqua que sa main droite et sa manche étaient tachées de sang. En le suivant, on trouva le cadavre de son père étendu sur le gazon près de l'étang. Les blessures étaient telles qu'elles pouvaient très bien avoir été faites par la crosse du fusil du fils, que l'on trouva dans l'herbe à quelques pas du corps. Étant donné ces circonstances, le jeune homme fut immédiatement arrêté, et l'enquête de mardi ayant abouti à un verdict de meurtre, on l'a en conséquence conduit à Ross devant les magistrats qui vont envoyer l'affaire aux prochaines assises. Voilà les faits essentiels tels qu'ils ressortent de l'enquête du coroner et de l'exposé fait au tribunal. On pourrait difficilement imaginer un crime plus abominable, remarquai-je. Et si jamais les preuves indirectes fournies par les circonstances ont désigné un coupable, c'est bien en ce cas. Les preuves indirectes tirées des circonstances sont très sujettes à caution, répondit Holmes, pensif. Elles peuvent avoir l'air d'indiquer nettement une chose, et puis, si l'on change un peu de point de vue, il arrive qu'on constate qu'elles indiquent, de façon non moins nette, quelque chose de tout à fait différent. Il faut avouer pourtant que le cas du jeune homme semble excessivement grave et qu'il est certes bien possible qu'il soit coupable. Il y a pourtant plusieurs personnes dans le voisinage, et parmi elles Mademoiselle Turner, la fille du propriétaire voisin, qui croient à son innocence et qui ont engagé Lestrade. Vous le rappelez, il fut mêlé à l'étude en rouge, pour mener une enquête qui lui soit favorable. Lestrade, assez embarrassé, s'en est remis à moi, et voilà pourquoi 2 messieurs entre 2 âges volent dans la direction de l'ouest à 50 milles à l'heure, au lieu de digérer tranquillement leur déjeuner chez eux. J'ai bien peur, dis-je, qu'avec des faits si évidents, vous ne récoltiez guère de gloire dans cette affaire. Il n'y a rien de plus trompeur qu'un fait évident, répondit-il en riant. En outre, il se peut que nous découvrions par hasard d'autres faits qui, peut-être, non nullement étaient évidents pour M. Lestrade. Vous me connaissez trop bien pour aller croire que je me vante lorsque je dis que je confirmerai sa théorie ou la détruirai par des moyens qu'il est, pour sa part, absolument incapable d'employer, voire de comprendre. Pour prendre à portée de ma main le premier exemple venu, il m'apparaît clairement que dans votre chambre à coucher, la fenêtre est du côté droit. Pourtant, je me demande si M. Lestrade aurait remarqué une chose aussi évidente que celle-là. Comment diable ? Mon cher ami, je vous connais bien. Je sais l'élégance militaire qui vous caractérise. Vous vous rasez tous les matins et en cette saison, vous vous rasez à la lumière du jour. Mais puisque votre barbe est de moins en moins parfaitement rasée à mesure que l'on examine le côté gauche, tant et si bien qu'elle est positivement négligée quand on tourne l'angle de la mâchoire, il est de toute évidence que ce côté est chez vous moins bien éclairé que l'autre. Je ne saurais en effet supposer qu'un homme doué de vos habitudes, lorsqu'il se contemple sous un éclairage uniforme, se contente d'un résultat pareil. Je ne vous cite cela que comme un exemple banal d'observation et de déduction. Mais c'est ce en quoi consiste mon métier, et il est très possible qu'il me soit utile au cours de l'enquête qui nous attend. Il reste encore 1 ou 2 points de moindre importance qui ressortent des recherches antérieures et qui méritent quelque attention. Quels sont-ils ? Il paraît que l'arrestation n'a pas eu lieu tout de suite, mais après le retour à la ferme d'Azerley. Lorsque l'inspecteur de police informa le jeune homme qu'il était prisonnier, il remarqua qu'il n'était pas surpris de l'apprendre et qu'il n'avait que ce qu'il méritait.
Cette observation eut naturellement pour effet de chasser toute espèce de doute de l'esprit des jurés. « C'était un aveu, m'écriai-je. »« Non, car tout de suite après, il a protesté de son innocence. » En conclusion de tant d'infamie, cette remarque devenait tout au moins très suspecte. Au contraire, c'est la plus brillante éclaircie que je vois jusqu'à présent dans les nuages. Si innocent qu'il soit, il ne peut pas être sot au point de ne pas voir que les circonstances l'accablent lourdement. S'il avait eu l'air surpris de son arrestation, ou s'il avait faim de s'en indigner, j'aurais regardé le fait comme grandement suspect, parce qu'une surprise ou une colère de ce genre, étant donné les circonstances, ne serait pas naturelle et pourrait apparaître comme la meilleure politique adoptée après réflexion. Sa franche acceptation de la situation révèle ou qu'il est innocent, ou qu'il possède une grande maîtrise de lui-même et une grande fermeté. Quant à sa remarque qu'il n'avait que ce qu'il méritait, elle n'était pas non plus extraordinaire, si vous considérez qu'il venait de se trouver auprès du cadavre de son père, alors qu'il est hors de doute que, ce même jour, il avait oublié son devoir filial jusqu'à échanger des paroles violentes, et même, suivant la fille dont le témoignage a une si grande importance, jusqu'à sembler sur le point de le frapper. Le reproche qu'il s'en faisait et le repentir dont témoigne sa remarque me paraissent dénoter un esprit sain plutôt qu'un individu coupable. Je hochai la tête et je remarquai. On a pendu bien des hommes sur des témoignages beaucoup moins catégoriques. C'est bien vrai, et bien des hommes ont été pendus à tort. Quel est le récit que le jeune homme fait des événements ? Il n'est pas, je le crains, fort encourageant pour ses partisans, bien qu'il y ait un ou deux points intéressants. Vous les trouverez ici, où vous pouvez les lire vous-même. Il tira du ballot un numéro du journal local et, après en avoir tourné une page, me montra du doigt le paragraphe dans lequel le malheureux jeune homme donnait sa propre version des événements. Je m'installai dans le coin du compartiment et le lus très soigneusement. En voici le texte. Monsieur James McCarthy, fils unique du défunt, fut alors appelé et témoigna de façon suivante. J'avais quitté la maison depuis 3 jours et j'étais à Bristol. Je venais de rentrer dans la matinée du lundi dernier, le 3. Mon père était absent de la maison au moment de mon arrivée et la bonne m'informa qu'il était allé en voiture à Ross avec John Cobb, le groom. Peu après mon retour, j'entendis les roues de la carriole dans la cour et en regardant par la fenêtre, je le vis descendre et sortir rapidement de la cour. Mais je ne vis point dans quelle direction il s'en allait. J'ai alors pris mon fusil et je suis parti faire un tour dans la direction de l'étang de Boscombe avec l'intention de visiter la garenne qui est de l'autre côté. En chemin, j'ai vu William Cronder, le garde-chasse, ainsi qu'il l'a déclaré dans sa déposition, mais il s'est trompé en pensant que je suivais mon père. J'ignorais complètement que mon père était devant moi. Quand je me suis trouvé à une centaine de mètres environ de l'étang, j'ai entendu le cri « Eh oh !» C'était un signal dont nous nous servions ordinairement, mon père et moi. Je me suis donc pressé et je l'ai rejoint près de l'étang. Il a paru fort surpris de me voir et assez rudement il m'a demandé ce que je faisais là. Une conversation s'ensuivit qui nous amena à un échange de mots très vif et presque au cou, car mon père était d'un caractère violent. Voyant que dans sa colère il ne se maîtrisait plus, je l'ai quitté et j'ai repris le chemin de la ferme d'Atherley. Je n'avais toutefois pas fait plus de 150 mètres quand j'entendis derrière moi un cri affreux qui me fit revenir sur mes pas en courant. J'ai trouvé mon père expirant sur le sol, la tête terriblement meurtrie. J'ai laissé tomber mon fusil et j'ai pris mon père dans mes bras. Mais il est mort presque immédiatement. Je me suis agenouillé auprès de lui quelques minutes et je me suis rendu au pavillon de M. Turner, la maison la plus proche, pour y demander du secours. Je n'ai vu personne près de mon père quand je suis revenu et je n'ai aucune idée de la façon dont il a pu être blessé. Les gens ne l'aimaient pas beaucoup parce qu'il était froid et cassant, mais autant que je sache, il n'avait pas d'ennemi actif. Je ne sais rien d'autre de l'affaire. Le coroner. Votre père ne vous a rien dit avant de mourir ? Le témoin. Il a marmonné quelques mots, mais je n'ai pu saisir qu'une allusion à un rat. Le coroner. Qu'avez-vous compris par là ? Le témoin. Ça n'avait pour moi aucun sens. J'ai cru qu'il délirait. Le coroner. Quel était le motif de cette dernière querelle entre votre père et vous ? Le témoin. Je préférerais ne pas répondre. Le coroner. C'est malheureusement mon devoir que de vous presser de répondre. Le témoin. Il m'est absolument impossible de vous le dire. Je peux vous affirmer que cela n'avait rien à voir avec la tragédie qui a suivi. Le coroner. La cour en décidera. Je n'ai pas à vous faire observer que votre refus de répondre nuira considérablement à votre cause dans les poursuites qui pourront avoir lieu.
Le témoin. Je dois pourtant refuser. Le coroner. Je comprends que le cri de « Eh oh » était un signal ordinaire entre vous et votre père. Le témoin. En effet. Le coroner. Comment se fait-il alors qu'il ait proféré ce cri avant de vous voir et avant même de savoir que vous étiez revenu de Bristol? Le témoin fortement démonté. Je ne sais pas. Injuré. Vous n'avez rien vu qui ait éveillé vos soupçons quand vous êtes revenu sur vos pas, lorsque vous avez entendu le cri et que vous avez trouvé votre père mortellement blessé? Le témoin. Rien de précis. Le coroner. Que voulez-vous dire par là? Le témoin. J'étais si troublé et surexcité quand je me suis précipité dans la clairière que je ne pouvais penser à rien d'autre qu'à mon père. Pourtant, j'ai eu la vague impression que tandis que je courais droit devant moi, il y avait quelque chose qui gisait sur le sol à ma gauche. Ça m'a paru être quelque chose de gris, un vêtement quelconque ou un plaid, peut-être. Quand je me suis relevé d'auprès de mon père, je me suis retourné et je l'ai cherché. Il n'y était plus. Le coroner. Voulez-vous dire que cela avait disparu avant que vous n'alliez chercher du secours? Le témoin. Oui, cela avait disparu. Le coroner. Vous ne sauriez dire ce que c'était? Le témoin. Non, mais j'avais bien l'impression qu'il y avait quelque chose là. Le coroner. À quelle distance du corps? Le témoin. À une douzaine de mètres à peu près. Le coroner. Et à quelle distance de l'orée du bois? Le témoin. À peu près autant. Le coroner. Alors, si on l'a enlevé, ce fut pendant que vous étiez à une douzaine de mètres. Le témoin. Oui, mais le dos tourné à l'objet. Ainsi se termina l'interrogatoire du témoin. Je vois, dis-je en jetant un rapide coup d'œil au reste de la colonne du journal, que le coroner a plutôt été dur pour le jeune McCarthy. Il insiste, et non sans raison, sur la contradiction impliquée par le fait que son père lui a signalé sa présence avant qu'il ne l'ait vu, puis sur son refus de donner les détails sur sa conversation avec son père, et enfin sur la singularité des paroles du mourant. Tout cela, comme le remarque le coroner, constitue de lourdes charges contre le fils. Holmes rit doucement et s'étendit sur le siège garni de coussins. Vous et le coroner, vous vous donnez bien du mal pour mettre en évidence les points mêmes qui militent le plus fortement en faveur du jeune homme. Ne voyez-vous pas que vous lui faites tour à tour l'honneur d'avoir trop d'imagination ou trop peu? Trop peu s'il n'a pas été capable d'inventer un motif de querelle qui lui aurait gagné la sympathie du jury. Trop s'il a tiré de son propre fond quelque chose d'aussi outré que l'allusion d'un mourant à un rat et l'incident de cette étoffe qui a disparu. Non, j'aborderai cette affaire en considérant que ce que dit ce jeune homme est vrai et nous verrons bien où nous conduira cette hypothèse. Mais j'ai là mon Pétrarque de poche. Je ne dirai plus un mot à propos de cette enquête tant que nous ne serons pas sur les lieux. Nous déjeunons à Swindon et je vois que nous y serons dans 20 minutes. Il était environ 4 heures quand, enfin, après avoir traversé la splendide vallée de la Stroude et passé au-dessus de la Séverne étincelante et large, nous avons atteint la jolie petite ville de Ross. Un homme maigre, avec une figure de furet et l'air chafouin, nous attendait sur le quai. Malgré son long cache-poussière clair et les guêtres de cuir qu'il portait en hommage au milieu rustique, je n'eus aucune peine à reconnaître l'estrade de Scotland Yard. Il nous mena en voiture aux Armes d'Hereford, où il avait déjà retenu une chambre pour nous. « J'ai commandé une voiture, dit-il pendant que nous dégustions une tasse de thé. Connaissant votre tempérament actif, je sais que vous ne serez heureux qu'une fois sur les lieux du crime. »« C'est très gentil et très flatteur de votre part, répondit Holmes. Mais nous n'irons pas et c'est uniquement une question de pression atmosphérique. Lestrade eut l'air fort étonné. « Je ne vous suis pas tout à fait, dit-il. Que dit le thermomètre? 3 degrés au-dessous de zéro, à ce que je vois? Pas de vent, pas un nuage au ciel. J'ai un plein étui de cigarettes qui ne demande qu'à être fumé, et ce canapé est bien supérieur aux horreurs qu'on trouve d'ordinaire dans les auberges de campagne. Je ne pense pas que je me serve de la voiture ce soir. » Lestrade sourit indulgent. « Vous avez sans doute déjà tiré vos conclusions d'après les journaux, dit-il. La chose crève les yeux, et plus on l'approfondit, plus ça devient clair. Cependant, vous ne sauriez opposer un refus à une dame, surtout à une dame aussi décidée. Elle a entendu parler de vous et veut à toute force votre opinion, bien que je lui ai dit et redit qu'il n'y avait rien que vous puissiez faire que je n'eusse déjà fait. Mais ma parole, voici sa voiture à la porte. »
À peine avait-il achevé que se précipitait dans la pièce l'une des plus charmantes jeunes femmes que j'eusse jamais vues de ma vie. Ses yeux violets étincelaient, et en voyant ses lèvres entr'ouvertes et la teinte rose de ses joues, on devinait que sa réserve naturelle s'évanouissait devant le souci qui l'accaparait. « Oh, monsieur Holmes !» s'écria-t-elle très agitée, nous regardant l'un après l'autre, puis avec la promptitude de l'intuition féminine, arrêtant définitivement ses yeux sur mon compagnon. « Je suis si contente que vous soyez venu. Je suis descendue jusqu'ici pour vous le dire. Je sais que James n'est pas coupable. Je le sais, et je veux que vous commenciez votre travail en le sachant vous aussi. Ne vous laissez jamais aller à en douter. Nous nous connaissons depuis que nous sommes enfants. Je connais ses défauts comme personne au monde ne les connaît. Mais il a trop bon cœur pour faire du mal à une mouche. Une telle accusation est absurde quand on le connaît réellement. » « J'espère que nous pourrons prouver son innocence, mademoiselle, » dit Sherlock. « Vous pouvez être sûre que je ferai tout mon possible. » « Vous avez lu les dépositions ? Vous êtes arrivé à une conclusion ? Vous n'y voyez pas une lacune, une fissure quelconque ? Ne pensez-vous pas vous-même qu'il est innocent ? » ?»« Je crois que c'est très probable. »« Ah, vous l'entendez » s'écria-t-elle en jetant vivement la tête en arrière et en regardant Lestrade d'un air de défi. « Vous entendez ? Lui me donne de l'espoir. » Lestrade haussa les épaules. « J'ai peur, dit-il, que mon collègue n'ait été un peu prompt à former ses conclusions. » « Mais il a raison. Oh, je sais qu'il a raison. James n'est pas coupable. Et quant à sa dispute avec son père, je suis sûre que s'il n'a pas voulu en parler au coroner, c'est qu'elle me concernait. »« De quelle façon ?» demanda Holmes. « Ce n'est pas le moment de cacher quoi que ce soit. James et son père ont souvent été en désaccord à mon sujet. Monsieur McCarthy désirait fort que nous nous marions. James et moi, nous nous sommes toujours aimés comme frères et sœurs. Mais naturellement, il est jeune et connaît encore peu la vie. Eh bien, il ne voulait pas encore en entendre parler. Alors, il y avait des disputes et celles-ci, j'en suis sûre, étaient du nombre. »« Et votre père, demanda Holmes, est-il favorable à cette union ? »